Le 2 novembre 2025, un simple discours commémoratif s'est soudain mué en déflagration politique. En quelques minutes, la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes a glissé d'un rituel protocolaire vers un appel frontal à retourner toute une société comme un gant. Pourquoi, ce soir-là, des millions de téléspectateurs ont-ils eu le sentiment que Ibrahim Traoré ne parlait plus seulement aux Burkinabés, mais à chaque famille d'Afrique de l'Ouest? Car derrière les mots, c'est l'idée même de ce qu'est une nation digne qui venait d'être remise en cause. Lorsque ce discours a éclaté, il ne s'agissait plus seulement d'un rappel moral, c'était une promesse de transformation profonde, formulée en direct devant un pays encore marqué par des décennies de silence. La véritable promesse tenait en 10 mots. Changer les fondements sociaux pour protéger chaque femme. En plaçant la dignité féminine au cœur du projet national, le pouvoir burkinabé s'exposait à un pari immense, modifier des pratiques enracinées dans des traditions côtoyant la pauvreté, l'isolement et la pression communautaire. Mais ce pari comportait un risque immédiat. Si les attentes créées par ce discours n'étaient pas suivies d'actions rapides, la confiance déjà fragile de la population envers les institutions pourrait s'effondrer. C'est ici que résidait l'enjeu central. Transformer un élan moral en résultat tangible, visible, mesurable, capable de toucher autant les villages du Sahel que les quartiers urbains. Et une question, glissée comme un caillou dans la chaussure, persistait chez les auditeurs. Jusqu'où un État peut-il aller pour renverser un héritage social aussi lourd? La première révélation éclata moins d'une heure après la fin du discours. Pour la première fois depuis des années, les radios régionales consacraient l'intégralité de leurs bulletins aux mots d'un chef d'État, et plus de 40 minutes d'antenne furent réservées à analyser chaque phrase. La seconde suivit presque aussitôt. Dans les réseaux communautaires du Sahel, plus de 300 extraits du discours circulèrent en quelques heures, brisant un tabou que personne n'osait nommer. À mesure que ces réactions se propageaient, le pays commença à voir le discours sous un angle nouveau. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement décrit des blessures sociales, il avait exposé les mécanismes qui les laissaient perdurer. Cette mise à nu surprit un État habitué à la prudence, mais elle réveilla un sens inédit de lucidité collective. Les commentateurs y virent un point de bascule, un président qui refusait d'édulcorer les réalités et qui nommait enfin des douleurs longtemps tues. Dans le Sahel rural, où l'isolement avait façonné les comportements pendant des décennies, cette franchise résonnait comme une rupture presque brutale. Les écoles fermées, à cause des crises successives, avaient privé une génération d'outils capables de transformer les mentalités. L'économie locale, fragilisée, entretenait une dépendance aux mariages précoces et aux pratiques jugées immuables. Les familles, souvent sans alternative, perpétuaient ces schémas plus par nécessité que par conviction profonde. C'est précisément dans ce contexte que les mots du 2 novembre prirent une dimension inattendue. Ils ne se contentaient pas de dénoncer. Ils proposaient une lecture structurelle du passé, une manière de relier les souffrances individuelles à l'architecture sociale qui les avait permises. Pour beaucoup, ce fut un choc, mais un choc révélateur. Le pays découvrait qu'il pouvait regarder son propre reflet sans détourner les yeux. Et dans cette prise de conscience élargie, se dessina la première étape du renouveau, reconnaître que les injustices n'étaient pas des fatalités, mais des constructions humaines susceptibles d'être démantelées. Derrière l'impact soudain du discours, un élément devint rapidement central, la figure même d'Ibrahim Traoré, dont le parcours atypique donnait une résonance particulière à chacune de ses paroles. Ancien militaire devenu président dans un moment de crise nationale, il ne parlait pas comme un technocrate, mais comme quelqu'un qui portait presque physiquement le poids des blessures collectives du pays. Cette posture singulière fit de lui un guide inattendu au milieu d'un changement qui dépassait de loin un simple acte politique. Les premiers effets de sa prise de position se manifestèrent dès le lendemain. Microcase 1. Dans certaines radios locales du Sahel, des animatrices rapportèrent que des femmes avaient appelé anonymement pour la première fois afin de partager des expériences de violence longtemps cachées. Microcase 2. À Ouagadougou, plusieurs enseignants racontèrent que des élèves avaient demandé en classe pourquoi personne n'avait jamais expliqué les causes sociales de ces violences auparavant. Ces signaux légers mais inédits montraient que quelque chose avait commencé à se déplacer. Non pas une révolution spectaculaire, mais un frémissement,
la possibilité qu'un pays longtemps habitué au silence reconnaisse enfin l'existence des mécanismes qui étouffaient la parole des femmes. À travers ces réactions, la fonction du guide s'affirma. Non pas imposer une direction, mais ouvrir un espace où chacun pouvait commencer à interroger ce qu'il tenait pour immuable. La portée réelle du discours ne résidait pas uniquement dans son intensité émotionnelle, mais dans sa capacité à déclencher des micro-déclics, dispersés, presque invisibles, mais révélateurs d'un mouvement profond. Avant le 2 novembre, le pays avançait sous une chape de silence. Après le discours, tout se mit à vibrer autrement. Avant, les violences faites aux femmes demeuraient un sujet diffus, déplacé, rarement traité publiquement. Après, elles devinrent le cœur d'une conversation nationale, alimentée par des voix qui n'osaient plus se taire. Ce glissement, presque immédiat, fut la première étincelle d'un enchaînement qui allait s'étendre bien au-delà de la tribune où Ibrahim Traoré avait parlé. Le premier déclencheur fut médiatique. Les radios régionales, habituellement occupées par des bulletins routiniers, basculèrent sur des décryptages continus. Les animateurs découpaient chaque formulation, cherchaient les ruptures, commentaient les intentions. Les auditeurs, eux, appelaient en nombre inhabituel. Les lignes saturèrent, signe qu'un verrou mental venait de céder. Dans certains studios, des journalistes rapportèrent que les messages vocaux reçus en 24 heures dépassaient ceux d'un mois ordinaire. Le pays entrait dans une zone nouvelle, l'écoute active, puis survint la montée en intensité. Sur les réseaux communautaires du Sahel, les extraits du discours devinrent viraux. En quelques heures, des dizaines de groupes villageois commencèrent à partager les passages où Traoré dénonçait non seulement les actes, mais les mécanismes sociaux qui les perpétuaient. Certains y voyaient une libération, d'autres une remise en cause brutale des traditions. Des débats éclatèrent dans les marchés, dans les gares routières, dans les cercles de jeunes. Ce n'était plus un discours, c'était un déclencheur. Le climax apparut lorsque les autorités annoncèrent la création d'une commission nationale sur la violence faite aux femmes, en collaboration avec des organisations féministes locales et des partenaires internationaux. Cette annonce marqua un point de non-retour. Le débat cessait d'être théorique, il entrait dans l'arène institutionnelle. Dès lors, chaque acteur, élu, chef communautaire, association, dut se positionner. Certains soutinrent ouvertement le mouvement, d'autres exprimèrent leur crainte d'un bouleversement trop rapide. Les lignes de fracture devinrent visibles, mais elles témoignaient d'une société qui, pour la première fois, discutait du fond. Puis vinrent les répliques. Les premières écoles rouvertes, les programmes éducatifs ciblant les jeunes filles, les campagnes de sensibilisation lancées dans les zones rurales, autant d'actions qui amplifièrent l'impact initial. Dans les semaines suivantes, plusieurs villages rapportèrent des changements subtils. Davantage de filles inscrites à l'école, des réunions locales consacrées à la sécurité des femmes, des discussions intergénérationnelles, jusque-là inimaginables. C'était une dynamique nouvelle, un discours transformé en mouvement, un mouvement transformé en trajectoire, et cette trajectoire, partie d'un choc symbolique, commençait à redessiner les contours du quotidien. L'impact réel du discours commença à se mesurer lorsque les premières données apparurent. Les autorités publièrent des chiffres qui, mis bout à bout, dessinaient un mouvement plus vaste qu'un simple élan moral. Tout partait d'un constat simple. Si un discours ne change rien dans les faits, il se dissout. Si les chiffres évoluent, alors le pays se transforme réellement. C'est cette logique qui guida la première vague d'actions structurées. Premier indicateur, la hausse de 25% du taux d'inscription des filles dans les écoles secondaires rurales en 2026. Cette hausse reflète un déplacement concret des priorités éducatives nationales. Les programmes de bourse créés après le discours jouèrent un rôle central dans cette progression. Ils permirent à des familles auparavant hésitantes d'inscrire leurs filles, en supprimant l'obstacle financier qui entretenait la dépendance au mariage précoce. Dans certains villages isolés, l'ouverture de nouvelles écoles facilita également cette dynamique. Ce résultat n'était pas seulement un chiffre, c'était la preuve mesurable qu'un changement d'attitude commençait à se cristalliser autour de l'éducation féminine. Deuxième indicateur, une baisse de 18% du taux de mortalité maternelle en 2027. Cette baisse montre l'importance décisive des nouveaux centres de santé ruraux. La construction de 200 infrastructures médicales axées sur la santé maternelle et reproductive,
transforma l'accès aux soins dans des zones où les femmes accouchaient, souvent sans assistance. Les formations offertes dans ces centres améliorèrent également la prise en charge, ce qui réduisit les complications liées à la grossesse. Le résultat était tangible. Davantage de vies sauvées, davantage de familles épargnées par des drames considérés jusque-là comme presque inévitables. Troisième indicateur, plus de 50 000 femmes employées grâce au fonds de la rivière Mer d'ici 2028. Ce chiffre illustre une bascule majeure vers l'indépendance économique féminine. Les usines de transformation du coton et des noix de cajou devinrent des pôles d'activité essentiels, offrant des emplois stables à des femmes longtemps exclues de ces secteurs. Pour beaucoup, ce revenu nouveau représentait une rupture nette avec la dépendance économique, ouvrant la voie à une autonomie réelle au sein de leur famille et de leur communauté. L'effet multiplicateur sur l'économie rurale contribua même à une croissance régionale estimée à 4,5%. Pris séparément, ces indicateurs montraient des progrès encourageants. Ensemble, ils composaient une dynamique systémique. L'éducation soutenait l'émancipation renforçait la santé, et la santé soutenait la continuité sociale. Le discours du 2 novembre n'était plus seulement un moment symbolique, il devenait un pivot autour duquel s'alignaient des transformations mesurables. Et dans ces évolutions chiffrées se dessine un constat clair. Un changement réussi commence par des preuves que personne ne peut contester. Depuis l'instant où les réformes furent annoncées, deux visions opposées se sont cristallisées au sein de la société burkinabé. La première, soutenue par ceux qui voyaient dans l'émancipation des femmes un levier essentiel du développement, affirmait que les mesures prises après le discours du 2 novembre étaient indispensables. Pour eux, investir dans l'éducation des filles, renforcer la santé maternelle et créer des emplois pour les femmes rurales revenait à réparer une inégalité structurelle, longtemps tolérée mais jamais assumée. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Davantage de filles scolarisées, une mortalité maternelle en baisse et des milliers de femmes accédant pour la première fois à un revenu stable. Ce camp défendait l'idée selon laquelle une société progresse lorsque chacun reçoit les mêmes outils pour construire son avenir. Face à cette analyse optimiste, un second argument se faisait entendre, surtout dans les régions rurales où les traditions sont profondément ancrées. Pour ces défenseurs, ces réformes, bien qu'animées de bonnes intentions, risquaient de déstabiliser des pratiques sociales considérées comme constitutives de l'unité communautaire. Ils redoutaient que la remise en question du rôle traditionnel des femmes fragilise les équilibres familiaux et provoque des tensions internes. Les opposants affirmaient que le changement, lorsqu'il arrive trop vite, peut susciter des résistances qui ralentissent ou même inversent dans la dynamique initiale. La force du Stillman réside ici. Les deux camps ne sont pas irrationnels. Les premiers s'appuient sur les résultats concrets, les seconds sur la nécessité de préserver une cohésion déjà fragilisée par les crises. Pourtant, les données issues des réformes montrent que les inquiétudes de déstabilisation ne se sont pas traduites par un effondrement social. Au contraire, les transformations observées, qu'il s'agisse de la hausse de 25% des inscriptions scolaires ou de la baisse de 18% de la mortalité maternelle, indiquent que le tissu social s'est adapté plutôt qu'il ne s'est fissuré. Ainsi, même si les réserves culturelles demeurent fortes, les faits montrent que les réformes ne menacent pas la stabilité nationale. Elles la renforcent en ouvrant un avenir plus équilibré. Ce point médian apparaît lorsqu'un détail, d'abord discret, se transforme en révélateur central. Le changement ne venait pas seulement des réformes, mais de la manière dont elles reconfiguraient la perception même du rôle des femmes dans la société burkinabé. Pour la première fois, les initiatives éducatives, sanitaires et économiques s'imbriquaient en un ensemble cohérent, capable de modifier à la fois les comportements individuels et les attentes collectives. Les villages du Sahel, longtemps structurés par des traditions immuables, voyaient émerger des discussions autrefois impensables, portées par des familles et qui comprenaient que l'avenir de leurs filles dépendait désormais d'un accès réel aux opportunités. C'est dans cette transition que l'on saisit la portée profonde du message porté par Ibrahim Traoré. Son discours n'était pas un simple cri d'alarme, mais un plan pour reconfigurer l'imaginaire collectif, transformer la dignité en levier politique et la justice sociale en socle de stabilité.
La société ne changeait pas seulement parce qu'on lui demandait de changer, elle changeait parce qu'elle commençait à se reconnaître dans ce nouveau récit. Ce midpoint marque le moment où une nation cesse d'espérer timidement et commence à se projeter autrement. Les réformes engagées après le discours du 2 novembre commencèrent à produire des effets visibles dans la vie quotidienne. Il ne s'agissait plus seulement d'intentions politiques, mais de transformations tangibles qui se répartissaient en 4 zones d'impact, révélant la profondeur du changement enclenché. Dans les familles rurales, les premières conséquences furent éducatives. L'augmentation de 25% des inscriptions de filles dans l'enseignement secondaire n'était pas une simple statistique. Dans les villages isolés, elle signifiait qu'une génération jusque-là vouée au mariage précoce accédait finalement à un véritable espace d'apprentissage. Les discussions entre parents évoluèrent. Certains reconnaissaient désormais que l'école pouvait protéger leurs filles de pratiques longtemps considérées comme inévitables. À mesure que les jeunes filles restaient plus longtemps en classe, la perception de leur avenir se modifiait. Le discours d'Ibrahim Traoré avait ouvert une brèche, et une partie de la population s'y engouffrait avec prudence mais détermination. L'impact économique fut tout aussi déterminant. Grâce au fonds de la rivière-mer, plus de 50 000 femmes avaient désormais accès à un emploi dans la transformation du coton ou de la noix de cajou. Pour les entreprises locales, cela représentait une main-d'œuvre stable et engagée. Pour les ménages, un revenu supplémentaire capable d'amortir les périodes de crise saisonnière. Cette dynamique provoqua un effet d'entraînement. Plus de production, plus de circulation économique, plus de stabilité dans les régions rurales. La croissance régionale de 4,5% reflétait directement ce nouveau moteur féminin dont personne n'avait anticipé la portée. Sur le plan institutionnel, les réformes mirent en lumière un système en pleine mutation. La baisse de 18% de la mortalité maternelle en 2027 témoignait de l'impact des 200 centres de santé construits après le discours. Pour l'État, cela démontrait qu'une stratégie fondée sur la dignité féminine pouvait produire des résultats rapides et mesurables. Les agents publics rapportaient que les formations en santé reproductive modifiaient durablement les pratiques d'accueil et de suivi. Les politiques publiques semblaient enfin converger avec les besoins du terrain. Au-delà des frontières, l'écho du Burkina Faso se faisait sentir. Les réseaux communautaires d'Afrique de l'Ouest partageaient massivement des extraits du discours initial, signe qu'une réflexion régionale commençait à émerger. Certains observateurs estimaient que l'approche burkinabé pourrait devenir un modèle de transformation sociale centré sur la dignité humaine. Le pays, longtemps perçu comme vulnérable, apparaissait maintenant comme un laboratoire politique où des réformes structurelles étaient expérimentées à grande échelle. Ainsi, les conséquences ne se limitaient pas à quelques initiatives isolées. Elles formaient un ensemble cohérent capable de repositionner tout un pays. Et dans chacun de ces espaces, une conviction nouvelle se renforçait. Un changement structurel devenait enfin possible. À ce stade de la transformation, 3 trajectoires possibles se dégagent pour les mois à venir, chacune dépendant du rythme réel d'application des réformes et de la capacité des institutions à maintenir l'élan créé depuis le discours du 2 novembre. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils dessinent des configurations plausibles, fondées uniquement sur les dynamiques déjà enclenchées. Dans cette trajectoire, les réformes éducatives, sanitaires et économiques poursuivent leur déploiement à un rythme régulier. Les programmes de bourse continuent d'attirer de nouvelles élèves dans les écoles secondaires rurales, consolidant la hausse de 25% enregistrée en 2026. Les centres de santé maternelle renforcent leurs activités, stabilisant la baisse de 18% de la mortalité maternelle. Le fonds de la rivière-mer, déjà vecteur de 50 000 emplois féminins, étend légèrement ses capacités de production. Les tensions culturelles, bien qu'encore présentes, diminuent à mesure que les familles constatent les bénéfices concrets pour leurs filles. Ici, les réformes produisent un effet d'entraînement plus fort que prévu. Les inscriptions scolaires des filles continuent de croître. Les infrastructures éducatives et sanitaires reçoivent de nouveaux financements nationaux et internationaux. Les usines de transformation agricole deviennent des pôles majeurs d'emploi féminin, attirant de nouveaux investisseurs. Les pratiques sociales évoluent plus rapidement, notamment dans les régions rurales, où la visibilité des résultats encourage l'adhésion.
Le Burkina Faso acquiert une réputation croissante de modèle ouest-africain en matière de politique sociale centrée sur la dignité humaine. Des pays voisins commencent à s'inspirer de la démarche burkinabé, donnant au mouvement une portée régionale. Dans ce cas, les réformes rencontrent un mur culturel plus solide qu'attendu. Certaines communautés rurales considèrent ces transformations comme une rupture trop brusque avec les pratiques ancestrales. Les oppositions politiques exploitent ces craintes, alimentant des tensions locales. Le déploiement des infrastructures ralentit, limitant les effets positifs observés depuis 2026. Les progrès restent présents, mais perdent en intensité, menaçant de créer une fracture entre zones engagées dans le changement et zones encore hésitantes. Entre ces trois chemins, une démarche demeure essentielle. Analyser le changement non comme un résultat immédiat, mais comme une dynamique cumulative où chaque progrès renforce le suivant. Les réformes engagées depuis le discours du 2 novembre ne se résument pas à des statistiques ou à des plans institutionnels. Leur portée réelle apparaît lorsqu'on observe ce qu'elles changent pour des individus concrets, dans trois cercles distincts qui composent le cœur du pays. Ces transformations, parfois discrètes, touchent directement la manière dont les Burkinabés perçoivent leur rôle dans la société et envisagent leur avenir. Pour elles, l'ouverture de nouvelles écoles et l'accès aux bourses ont modifié la forme même de l'horizon. Là où l'avenir semblait tracé à l'avance, elles découvrent désormais la possibilité d'un choix. Rester en classe, poursuivre des études, définir leur propre trajectoire. Dans certains villages, le simple fait de voir des camarades continuer le secondaire devient un signal puissant. L'éducation n'est plus une exception, mais un chemin possible. Les parents, longtemps partagés entre contraintes économiques et traditions sociales, commencent à percevoir autrement le rôle de l'instruction. La scolarisation prolongée des filles apparaît non comme une rupture avec les pratiques anciennes, mais comme un moyen de renforcer la sécurité et la stabilité familiale. Certains témoignent d'une confiance accrue dans les institutions, encouragée par les améliorations sanitaires et éducatives déjà observées. Dans les marchés, les cercles de discussion ou les radios locales, un changement d'ambiance se manifeste. Les conversations sur la violence faite aux femmes deviennent moins tabous et les habitants parlent plus ouvertement des mécanismes sociaux qui entretiennent ces pratiques. Le fait que ces échanges aient lieu, même timidement, signale une transformation profonde. Les mentalités commencent à se déplacer. À travers ces trois cercles, une même idée émerge. Le changement social devient durable lorsqu'il modifie la manière dont chaque individu se voit et se projette. Pour que les transformations amorcées depuis le 2 novembre s'inscrivent durablement dans la réalité burkinabé, un chemin structuré doit guider les mois à venir. Les réformes engagées sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ont montré leur potentiel. Il s'agit maintenant de les organiser en une progression cohérente, lisible et mesurable. Ce parcours peut se décliner en 4 étapes, chacune associée à des responsabilités précises et à des indicateurs de suivi. Objectif : assurer que la progression de 25% des inscriptions soit consolidée. Action : augmenter le nombre d'écoles secondaires dans les zones rurales et renforcer les bourses pour les familles vulnérables. Mesure : suivi trimestriel des taux de présence et de passage en classe supérieure. Objectif : stabiliser la baisse de 18% de la mortalité maternelle. Action : opérationnaliser pleinement les 200 centres construits et intensifier les formations en santé reproductive. Mesure : évaluer les admissions, les interventions réalisées et les complications évitées. Objectif : consolider l'emploi féminin déjà créé et élargir le champ des activités. Action : ouvrir de nouvelles unités de transformation du coton et de la noix de cajou. Mesure : nombre de femmes employées, revenus moyens, croissance locale enregistrée. Objectif : réduire les résistances culturelles à long terme. Action : organiser des dialogues publics, des émissions radio et des ateliers destinés à expliquer les mécanismes des violences. Mesure, participation communautaire, retour qualitatif, évolution des perceptions. À travers 7 feuilles de route, une idée demeure centrale. Un changement durable repose sur des actions simples, récurrentes et mesurables, plutôt que sur des annonces spectaculaires. Au terme de ce parcours, un fil rouge réapparaît, celui des voix discrètes entendues dès les premières heures après le discours. Ces femmes qui avaient appelé anonymement les radios du Sahel, ces élèves qui avaient
Demander pourquoi personne n'avait jamais expliqué les mécanismes de la violence, leurs paroles fragiles formaient le premier signe d'un basculement. Ce motif, apparu presque par hasard à l'aube du changement, revient aujourd'hui comme le symbole d'une nation qui apprend à se regarder autrement. Ibrahim Traoré n'a pas seulement proposé un plan de réforme, il a créé un espace où ses voix peuvent enfin être entendues sans crainte, sans détour, sans justification. Dans ce nouvel espace, les récits individuels cessent d'être des chuchotements isolés pour devenir une force collective capable de transformer durablement la société. Les premiers pas, parfois timides, témoignent déjà d'une volonté partagée de reconstruire un avenir plus digne. Et au centre de cette dynamique reste une idée simple, héritée de ces voix du début. La dignité commence quand la parole trouve sa place. Au moment de refermer cette séquence, quelque chose demeure. L'impression que le Burkina Faso ne traverse pas seulement une période de réforme, mais une redéfinition intime de ce qu'il souhaite devenir. Les changements initiés après le discours du 2 novembre ne relèvent pas uniquement des institutions. Ils s'inscrivent dans les gestes quotidiens, les discussions familiales, les regards portés sur les jeunes filles qui entrent à l'école ou sur les femmes qui franchissent pour la première fois les portes d'un atelier de transformation. C'est peut-être là que réside la véritable force du moment, dans cette façon dont une société, pas à pas, s'autorise à croire qu'elle peut se transformer sans renoncer à ce qui fait sa cohésion. Les réformes ne sont pas un verdict, elles sont une invitation, une manière de dire que chacun peut participer à l'équilibre nouveau qui se construit, que chaque geste compte. Alors, si cette histoire vous parle, si elle résonne avec une idée de dignité partagée, une question demeure ouverte. Quelle place voulez-vous prendre dans la construction d'une société plus juste ?